Donc après ce temps de définition des éléments de l'autocompassion et puis l'illustration corporelle de ces différents éléments de l'autocompassion, on avait envie de dire quelques mots sur la recherche qui est effectuée autour de l'autocompassion en pleine conscience, et puis peut-être dire quelques mots aussi sur des idées préconçues et des idées souvent fausses qui peuvent exister par rapport à l'autocompassion. Alors la recherche autour de l'autocompassion, aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui est faite sur ce sujet, en particulier aux États-Unis. Cette recherche est devenue possible à partir de 2003, lorsque Christine Neff, donc on a parlé d'elle, est une des deux fondatrices du programme MSC d'autocompassion en pleine conscience. En 2003, elle a défini une échelle de l'autocompassion et donc qui permettait de mesurer les personnes en fonction de ces trois ingrédients de l'autocompassion dont on a parlé. Et le fait d'avoir cette échelle, ça a permis de lancer des programmes de recherche. Et lorsqu'elle parle de la recherche sur l'autocompassion, des résultats de la recherche sur l'autocompassion, elle dit c'est très ennuyeux en fait, enfin, c'est très boring, c'est-à-dire Ennuyeux. on éprouve de l'ennui parce que c'est toujours pareil. Les résultats que l'on obtient, c'est qu'il y a une réduction des états de santé mentale et physique négatifs et puis une augmentation des états de santé positifs. La réduction des états de santé mentale négatifs, ce que montre la recherche, c'est la réduction des états dépressifs, la réduction des états d'anxiété, euh, la réduction de cette émotion qui peut être tellement dure, qui est la honte, de l'émotion de la peur et aussi de celle de l'inquiétude. Et puis on observe simultanément une réduction euh, des états physiques qui correspond à ces états mentaux et émotionnels. Donc on obtient par exemple une baisse du niveau de cortisol, le cortisol étant l'hormone du stress, et puis on s'aperçoit qu'il y a un renforcement du système immunitaire. L'autocompassion permet également une augmentation des états mentaux positifs que peuvent être la tendance, la propension au bonheur, à la joie, à l'optimisme, à la confiance en soi et en la vie, à la satisfaction dans sa vie, euh, et également une amélioration des états physiques qui vont avec notamment une amélioration des états cardiaques. Et donc, la recherche montre de façon générale que l'autocompassion est très fortement liée à un plus grand bien-être, qu'il soit physique, corporel ou mental et émotionnel. Et la recherche aussi permet de répondre à des idées préconçues, à des idées fausses qu'il peut y avoir lorsque l'on parle d'autocompassion. On peut avoir cette image par rapport à l'autocompassion, que c'est quelque chose d'un monde de bisounours, et avec des éléments de critique ou de résistance particuliers. On peut dire par exemple, on entend dire que euh, l'autocompassion, le fait d'être un meilleur ami pour soi-même, peut correspondre à une baisse de motivation, avec cette croyance forte que pour être motivé, pour faire quelque chose, l'autocritique, le jugement de soi-même peut permettre de se mettre en mouvement et de réaliser des accomplissements. Il se peut que l'autocritique mette en mouvement, mais la recherche montre que la motivation par l'autocritique, elle est aussi génératrice d'anxiété, de peur
et que sur le plus long terme, la motivation pour l'autocritique, elle baisse notre capacité à se motiver et la capacité à réussir dans ce que l'on entreprend. Alors que la motivation par l'autocompassion, elle vient d'un souhait, d'un désir, d'un mouvement à s'encourager soi-même, parce qu'il y a un mouvement vers le bonheur, une motivation vers le bonheur. Et ces encouragements, en fait, cette façon de s'encourager, sur le long terme, ça entraîne beaucoup plus de réussite et de capacité à obtenir des résultats dans ce que l'on entreprend. Une autre croyance fausse par rapport à l'autocompassion, c'est que l'autocompassion va rendre faible, va nous affaiblir. Et à nouveau, il y a des recherches très intéressantes qui ont été faites sur le sujet, et notamment sur des vétérans de la guerre aux États-Unis, qui montrent que ceux qui avaient plus d'autocompassion et à être amicaux avec eux-mêmes étaient beaucoup moins sujets au stress post-traumatique, qui avaient beaucoup moins de chutes dans l'alcoolisme pour les vétérans qui avaient plus de compassion pour eux-mêmes, et qui avaient aussi beaucoup moins de suicides. Et c'est quelque chose que l'on peut comprendre si vous imaginez lorsque vous êtes, alors je vais dire au combat, parce qu'on parle de vétérans de la guerre, mais lorsque l'on est confronté à une situation difficile, ou lorsque l'on veut entreprendre quelque chose qui est un défi, quelle voie est-ce qu'il faut mieux avoir à l'intérieur? Est-ce qu'il faut mieux avoir une voie intérieure qui nous encourage, qui est un allié, et qui va nous dire « je suis là pour toi, tu vas réussir, je suis avec toi, je t'accompagne, je te soutiens quoi qu'il arrive », ou bien d'avoir une voix intérieure qui nous dit « mais t'es nul, toutes les façons tu vaux rien, j'ai jamais cru en toi, etc. etc. » Vous sentez la différence de force que ça peut donner face à une situation difficile. Une autre croyance qu'il peut y avoir avec l'autocompassion, c'est que l'autocompassion va rendre égoïste. Et en fait, la recherche montre que c'est tout le contraire qui se passe. D'une part, parce que l'autocritique va créer un état de séparation d'avec soi-même, mais aussi un état de séparation avec les autres. Un sentiment de méfiance et un sentiment d'isolement. Alors que l'autocompassion va amener un sentiment d'humanité partagée, dont on a parlé tout à l'heure, d'humanité commune, et donc un sentiment d'être relié aux autres. Donc ça, c'est une première dimension. Mais aussi l'entraînement et le développement de l'autocompassion va nous donner une capacité à mieux subvenir à nos besoins et à répondre par nous-mêmes à un certain nombre de nos besoins, des besoins que souvent lorsque l'on n'a pas cette autocompassion et cette capacité à prendre soin de soi, on attend que ce soit les autres qui répondent à nos besoins. Et donc dans la relation, on est beaucoup plus dans une attente des autres, alors que si on répond soi-même à une partie de ses besoins, on peut être beaucoup plus ouvert dans une attitude d'ouverture, et notamment d'ouverture aux besoins des autres. Et la recherche montre que les personnes qui ont développé ou qui ont plus cette capacité d'autocompassion sont de bien meilleurs partenaires, autant dans des relations amicales que dans des relations amoureuses, que dans des relations de travail, où ils peuvent en même temps prendre soin d'eux-mêmes et répondre à leurs propres besoins, mais du coup être beaucoup plus tourné vers les autres, être à l'écoute du besoin des autres et de leur et de soutenir, d'être soutenant pour eux-mêmes, mais aussi d'être soutenant pour les autres.
Et donc voilà, la façon dont la recherche sur l'autocompassion peut permettre de répondre à un certain nombre de fausses croyances par rapport à cette pratique. Et on Alors, avait envie, voilà, de vous proposer maintenant des temps de pratique et d'expérience sur l'autocompassion, à moins qu'il y ait des questions brûlantes qui aient envie de se déposer maintenant ou des remarques par rapport à ce qui a déjà été dit. J'ai seulement un petit problème technique. J'ai pas toujours Internet. Ça disparaît et ça vient. ah, Bon, alors on va espérer que ça va fonctionner dans les prochains moments. alors donc là, pour continuer, je réalise que j'ai pris beaucoup les pratiques en lien avec le corps, mais c'est OK. Je vais vous proposer une pratique qui se développe tout au long du programme. Et donc, je vais d'abord vous expliquer d'où elle vient. En fait, il y a 3 expressions universelles de la compassion. La première expression, c'est le regard. Quand on veut exprimer sa compassion à quelqu'un, on va avoir un regard compatissant, enveloppant. La deuxième façon d'expression universelle de la compassion, c'est notre voix. Non seulement les mots que l'on va dire, mais aussi la tonalité de notre voix, comment on va incliner vers la douceur, vers l'ouverture ou vers la dureté si on ne veut pas exprimer la compassion, justement. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent d'envelopper, si on veut être doux avec quelqu'un et accueillir sa souffrance. Et puis, il y a une troisième expression universelle qui est le toucher apaisant, le toucher soutenant. Quand un ami ne va pas bien, on a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de lui frotter l'épaule pour le rassurer. Et ça aussi, c'est une des composantes très fortes de l'autocompassion, de la compassion et de l'autocompassion, parce que le toucher permet de switcher grâce à une réaction physiologique du système de stress vers le système d'apaisement. Et donc peut nous permettre de nous ouvrir et d'être beaucoup plus réceptifs aux gestes de compassion ou d'autocompassion qu'on peut avoir envers soi. Donc, dans le programme d'autocompassion, nous allons développer la pratique de certains gestes envers soi pour nous aider à être plus compatissants et provoquer cette réaction chimique d'apaisement quand ça va pas bien. Donc, je vais vous proposer de prendre vos mains l'une contre l'autre et déjà peut-être tout simplement de ressentir ces mains comme ça qui se frottent. Voilà, qu'est-ce que ça fait, comment on les sent. Et puis, doucement, comme on l'a fait tout à l'heure, de croiser nos mains et de à nouveau les poser sur le cœur. Tout à l'heure, je vous l'ai proposé. Et ressentir là ce qui se passe en nous quand nos mains se posent sur notre cœur. Est-ce que dans notre corps, il se passe des réactions, des choses? Et puis peut-être prendre nos mains et une ou l'autre ou les deux et les poser sur notre visage. Et à nouveau, se connecter et voir ce que l'on ressent. Et puis peut-être prendre une main et faire des petits cercles sur notre torse, sur le haut de notre cœur, et voir si ça crée quelque chose ou pas. Et puis peut-être mettre la deuxième main sur le ventre, refermer les yeux et voir est-ce qu'il se passe quelque chose.
Qu'est-ce qu'on ressent? Et puis enfin, peut-être prendre nos bras, les caresser, remonter, ou comme je faisais tout à l'heure, là, sur le côté. Et puis peut-être juste se prendre comme ça, comme si on embrassait quelqu'un, enfin comme si on serrait quelqu'un, sauf que c'est soi-même qu'on serre dans ses propres bras. Et puis voir à nouveau, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça fait quelque chose ou pas, hein? Et en fait, si vous voulez, pendant un instant, vous pouvez explorer ce qui serait bon pour vous ce soir, d'avoir comme geste réconfortant, apaisant. Voilà, ces gestes à tout moment, on peut les utiliser. Ce sont des gestes qui sont très soutenants. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais c'est une nouvelle habitude à introduire dans notre vie, et je vous invite à essayer dans des moments un peu difficiles, voir ce que ça fait de voilà, de poser une main, de vous réconforter là où vous sentez que ça serait bon, pour vous. On se positionne ainsi, un peu différemment à l'émotion ou à la souffrance qui peut arriver. Alors, il y a aussi d'autres gestes, hein, comme, si on a un animal domestique, caresser son chien, qui peuvent être ou son chat, qui peuvent aussi apaiser, hein. Et bien sûr, il y a d'autres façons de s'apaiser corporellement, comme prendre un bain chaud, prendre un thé. Voilà, on verra, on développera tout ça, tout au long du programme. Mais cette notion du toucher apaisant est une notion importante, et que notamment, on va utiliser dans la prochaine pratique, qui est une méditation qu'Olivier va guider. Ces gestes d'autocompassion que nous a montré Nathalie, euh, et Nathalie a eu la même réaction au début lorsqu'on nous les a proposés pour la première fois. Enfin, moi, j'ai eu le ressenti qu'il y avait quelque chose d'artificiel, que de mettre une main sur le cœur comme ça. Il y avait quelque chose qui était très... C'est un programme qui vient des États-Unis et que je trouvais très américain et un peu artificiel. Et en fait, avec le temps, avec la pratique, il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé avec ça, et comment dans des moments difficiles, maintenant, il peut souvent m'arriver, même dans le quotidien de la vie, de poser une main sur le cœur, et il y a quelque chose qui s'apaise, qui se dépose, qui redescend, qui s'adoucit. Et c'est donc, voilà, je ne sais pas quel a été votre ressenti dans l'expérience qu'a proposée là Nathalie, mais c'est vraiment quelque chose qui peut se transformer avec la pratique et avec le temps. Et là, voilà, on avait envie de vous proposer un petit temps d'expérience avec une pratique que l'on appelle la pause d'autocompassion, qui est une des toutes premières pratiques dans le programme MSC d'autocompassion en pleine conscience. Et vous allez voir qu'il reprend les, les trois éléments de l'autocompassion qu'on a déjà évoqués de différentes façons depuis le début de cette présentation. Cette pratique, on va la faire maintenant un petit peu comme une méditation formelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps dédié à la pratique où on est assis ensemble sans rien d'autre qui nous interrompt ou qui vient nous déranger autour, mais c'est aussi quelque chose, lorsque vous en avez pris un peu l'habitude, qu'il est possible de faire dans le mouvement et dans le quotidien de la vie lorsque l'on rencontre une situation difficile. Et ça peut être soutenant, cette pratique, pour accueillir dans notre vie des situations qui nous mettent en difficulté. Pour le moment présent, je vais vous proposer à nouveau de vous installer confortablement dans votre assise. Voilà, en
en prenant le temps que le corps s'installe, en laissant le regard se tourner vers l'intérieur, peut-être en fermant les yeux si ça vous est confortable, en les laissant légèrement entrouverts si c'est mieux pour vous. En prenant conscience de votre corps tel qu'il est assis. En particulier des zones de votre corps qui sont en contact avec le sol. Celles qui sont en contact avec votre chaise ou votre coussin. En laissant votre attention se tourner vers le mouvement de la respiration, la sensation lorsque l'air entre dans le corps, lorsque l'air sort du corps. Et puis, je vais vous inviter à laisser venir à votre conscience une situation qui est un peu difficile pour vous maintenant dans votre vie. Une situation qui peut générer du stress. Et je vais vous inviter à ne pas nécessairement choisir la situation la plus stressante, la plus difficile, mais une situation avec laquelle vous vous sentez en mesure et capable de travailler ce soir, d'explorer ce soir. Cela peut être un souci de santé, ou bien un problème rencontré dans une relation qui vous est importante, peut-être dans une situation de travail, ou peut-être que quelqu'un vous a manqué de respect, ou bien c'est un de vos proches qui est en difficulté. En choisissant une difficulté d'une intensité plutôt légère, et prendre le temps de retrouver la situation sans rentrer dans les détails, mais laisser la situation redevenir suffisamment vivante dans votre conscience. Et en ressentant le malaise que cette situation peut réveiller, en particulier dans votre corps, en prenant contact avec cet inconfort qui peut être réveillé par cette situation difficile. Et prendre conscience de la façon dont cet inconfort s'exprime dans votre corps. Quelles sont les sensations ? Et prendre conscience également de cette situation en y mettant des mots. Par exemple, en vous disant avec lenteur, avec clarté, c'est un moment, c'est une situation difficile. Ou bien, ça fait mal, c'est dur. Ou
bien ça n'est vraiment pas agréable. Bien même tout simplement un son comme « Ah ». Et ça, c'est la dimension de pleine conscience. C'est prendre conscience de cette situation difficile que vous pouvez traverser. Et puis, réaliser que cette situation difficile et ce que vous éprouvez dans cette situation difficile, ça fait partie de la vie. Cette réalisation que d'autres personnes dans une situation similaire ressentiraient probablement la même chose que vous. Et que probablement sur cette terre, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans une situation similaire et qui ressentent quelque chose de similaire et que donc vous n'êtes pas seul, que d'autres personnes sont dans un ressenti similaire, sans vouloir relativiser ou diminuer ce que vous ressentez. Et simplement pour ressentir la connexion, la reliance avec d'autres êtres humains, d'autres personnes. Et cette conscience, c'est la dimension de l'humanité commune, de l'humanité partagée. Et maintenant, l'invitation va être, dans cette situation, de vous donner à vous-même une qualité de bienveillance. Peut-être en commençant, comme nous l'a montré Nathalie, à poser une main ou deux mains sur votre corps d'une façon qui vous permettrait de vous sentir soutenu. Les deux mains peuvent venir se poser sur le cœur, ou bien une main sur le cœur, une main sur le ventre, ou alors peut-être vous envelopper avec vos bras en sentant le geste qui serait le plus soutenant pour vous dans le moment de maintenant. En sentant ce que les mains peuvent apporter de chaleur, de douceur, de tendresse. Comme si les mains venaient vous dire « Je suis là pour toi ». Et sentir si vous pouvez accompagner ce geste de bienveillance par des mots bienveillants pour vous-même dans cette situation. Vous pouvez laisser venir vos propres mots, vos propres souhaits de bienveillance, qui pourraient par exemple être « Puissais-je être gentil avec moi-même dans cette situation ? Puissais-je me donner ce dont j'ai besoin dans cette situation ? Ou bien puissais-je m'accepter tel que je suis dans cette situation ? Ou bien, si ce dont vous avez besoin est plus du côté yang, quelque chose de l'ordre de non,
je ne me laisserai pas faire. Non, je ne peux pas accepter cela. Et si vous avez de la difficulté à trouver des mots pour vous-même, vous pourriez imaginer un être cher, une personne que vous aimez, dans une situation similaire à la vôtre. Et que diriez-vous à cette personne de cœur à cœur? Quels seraient vos mots, votre attitude, le ton de votre voix? Et sentir si vous pouvez tourner cette façon d'être, de parler, ces mots vers vous-même. Et prendre quelques instants pour ressentir l'expérience qui est la vôtre maintenant, sans chercher à la transformer, sans chercher à la contrôler. Et puis tout doucement revenir à la perception de votre corps, à la sensation de contact du corps avec le sol, avec votre assise. Et puis revenir avec l'attention vers la sensation de la respiration. Et puis tout doucement, nous allons revenir ensemble. Voilà, merci. On va maintenant vous proposer un temps de questions et on va essayer de répondre à vos questions, à vos remarques si vous en avez. Pour ce temps de questions et réponses, on va arrêter l'enregistrement, ce qui vous permettra peut-être de parler plus librement, d'amener vos remarques de façon plus libre.